Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. Voir la démographie, une fois qu'ils ont mis la démographie, on voit les aspects économiques, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est la particularité, ce qu'on a ici et qu'on n'a pas ailleurs. Ce qui a changé avec la géographie quantitativiste, c'est une approche par les théories. L'idée, c'est de voir, au lieu d'aller voir la singularité, ce qui est différent, c'est plutôt de voir ce qui se ressemble ailleurs. Ce qu'on a vu ici, est-ce que si on en fait une théorie, est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on va voir ailleurs? La théorie de la rente foncière est un exemple d'une approche théorique qui essaie de voir quelle est la localisation des productions agricoles par rapport à un marché. Et ce qu'on voit ici devrait être plus ailleurs. En termes d'approche méthodologique, c'est ce qui a changé. La théorie de la rente foncière, c'est la théorie de la localisation industrielle. On en commun de réfléchir sur la rentabilité. On est en économie. L'économie, c'est la rentabilité. Comment faire pour avoir le maximum de profit? Comment faire pour avoir le maximum de profit? Il faut réduire les coûts de production. Plus les coûts sont bas, plus on peut faire de la rentabilité. Je vais donner l'exemple ici des entreprises qui se délocalisent. Si une entreprise qui est en France ou au Sénégal, ce n'est pas parce qu'ils aiment bien le Sénégal, parce qu'ils se disent en venant ici, on peut payer des salaires plus bas, donc le coût sera plus bas, en vendant, on peut faire le maximum de profit. Donc la théorie de la localisation, c'est de réfléchir à comment les entreprises, en fonction du marché, quelle est la meilleure localisation pour faire moins de dépenses et plus de je rappelle qu'on est en début de la révolution industrielle. Les théories vont évoluer pour arriver au milieu du XXe siècle. Les coûts de transport étaient extrêmement élevés. C'est des coûts de transport qui déterminaient quelque part la localisation des entreprises. La ressemblance entre c'est la théorie de la rente foncière et la théorie de Weber sur la localisation industrielle. Quelle est la distance? Par rapport à la distance, quelle est la meilleure localisation? Par rapport à la meilleure localisation, qu'est-ce qui permet d'avoir le maximum de profit et par conséquent le minimum de revenu? Donc l'idée ici, on est montré que une entreprise cherche à d'abord produire la matière première. Ça fait du coton, ça fait de l'acier, ça fait qu'importe la matière première. Avant la matière première ne suffit pas, il faut l'énergie. À l'époque, c'était le charbon. Vous avez la matière première, vous avez l'énergie, vous produisez, il faut écouler, il faut vendre. Donc vous avez ce triptyque-là, matière première, énergie et marché. En tant qu'industriel, dans une logique rationnelle, on va se dire, mais qu'est-ce qui est mieux pour moi? Si je transforme l'arachide en huile, si l'arachide vient dans le bassin arachidier vient de Fatick, si l'énergie vient de, je ne sais pas, la centrale qui est à Mboro, et si le marché est à Dakar, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Est-ce que c'est d'être à proximité de Fatick, là où on a la matière première, l'arachide? Ou bien est-ce qu'il peut être à proximité de Mboro, là où il y a l'énergie? Ou bien est-ce qu'il peut être à proximité de Dakar, là où il y a le marché? Je rappelle que l'idée de marché, c'est un espace où on a les consommateurs. Il y a deux choses qui déterminent le marché.
il y a le nombre de consommateurs potentiels. C'est potentiel. Il y a un deuxième élément qui va entrer en jeu, c'est le revenu. Parce qu'on peut avoir, ici on peut avoir l'entrée qui fait, je sais pas, 400 étudiants. Si vous avez des particules, pas 1200, ça va passer mais si vous venez ici pour vendre des maths à 800 000, je ne suis pas sûr que vous soyez dans le bon marché. Parce que le niveau de revenu ne le permet pas d'avoir acheté des maths à 800. Donc c'est pourquoi le marché est important. Il y a, dans le marché, à dimension démographique, la taille du marché. Il y a aussi un deuxième, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que le consommateur peut mettre? Et ça, c'est quand on reviendra dessus. Et selon Weber, il y a toujours des hypothèses parce que ces modèles théoriques, comme son analyse, c'est théorique. Et ces modèles théoriques reposent sur des signes. Une hypothèse, c'est ça. Si on est dans une logique de concurrence parfaite, si on est dans un espace isotrope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte, si le comportement des consommateurs est un comportement rationnel, si les matières premières se trouvent dans une zone limite, il y a beaucoup de signes. Parce que là, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour l'arachide, on part du principe qu'il y a une seule source pour aller chercher la matière première qui est facile. Mais si on a plusieurs sources, si on peut avoir de l'arachide à Fatick, si on peut avoir de l'arachide à Bourg, si on peut avoir de l'arachide ailleurs, vous voyez qu'il y a une complexité qui entre en jeu dans le choix de la localisation. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de modèle, c'est une forme de simplification de la réalité. Et c'est ça aussi qui fait la faiblesse de ces modèles, parce qu'effectivement, la réalité est extrêmement complexe si vous simplifiez, parce que l'objectif d'un modèle, c'est d'avoir un caractère explicatif. On peut expliquer la réalité en donc tout ça, ce sont des hypothèses, et sur la base de ces hypothèses, quelle est la localisation optimale? Parce que là, on est sur la logistique des entreprises. Ceux qui vont faire les masters logistiques, c'est un peu ça. La logistique, c'est tout ce qui est lié au transport. Transport pour la matière première, mais transport aussi une fois que le produit finit pour aller commercialiser. Et toute la stratégie qu'il y a autour des questions logistiques. La logique, c'est pour considérer le transport terrestre, ça pour considérer aussi le transport maritime. Aujourd'hui, je fais en plus le transport maritime, parce que pratiquement 90% des marchandises qui sont transportées à l'échelle du monde se fait par transport maritime. Donc, ça se comprend, on est dans une planète avec 70% couvert d'eau, avec des quantités plus importantes. Et la proposition, c'est ça. C'est de dire que si on parle de trois matières, de ces triptyques qu'on a évoqués tout à l'heure, on va se retrouver avec un triangle sous ce modèle-là. Vous avez le marché, par exemple. L'idée, c'est de dire que si vous avez un triangle comme ça, imaginez que ça est un triangle rectangle, équilatéral, qu'importe. La même localisation, c'est le point de rencontre entre. Donc si vous prenez, vous comptez ça, on part du sommet ici, on descend jusque là. Non, c'est pas ici. Je sais pas.
jusqu'au milieu ici de cette droite. On part aussi de ce sommet-là pour identifier le milieu de la droite. On part de ce sommet pour identifier le milieu de la droite. Le point de rencontre de ces trois droites, c'est la position idéale pour l'entreprise pour avoir le maximum de profit. C'est ça, la réflexion de Weber. Il y a une autre dimension qui entre en jeu. Ici, c'est le poids aussi de la matière première. Parce que rappelez-vous ce qu'on a vu avec la théorie de la rente foncière. Rappelez-vous, il y a le coût unitaire et il y a la distance. Si on parle du principe que c'est 5 000 francs chaque kilomètre, si c'est 10 km, vous multipliez 5 000 par 10. Il y a aussi, parce que la plupart du temps à l'époque, je rappelle la révolution industrielle, les matières premières étaient essentiellement liées à l'industrie lourde, la sidérurgie, l'acier, la métallurgie, le fer. Voyez-vous, ça aussi, ça participe au coût du transport. Donc ça coûte plus cher que d'importer de la matière première brute extrêmement lourde que de faire transporter un produit fini. Donc ce qui fait que, là c'est hypothétique, mais dans le schéma que vous avez ici, vous allez voir que la localisation est plus proche du lieu d'approvisionnement de la matière première et un peu plus loin du marché. Mais ce qui est important ici, c'est la logique. J'ai enlevé dans le cours tout ce qui est calculant, parce que moi, ça a son sens. Enfin, ça a du sens. C'est des exemples, mais ce n'est pas ça que vous allez retenir dans les éléments. Le plus important, c'est quelle est la théorie. Quelle est la théorie, excusez-moi. Quel est le sous-bassement et quelles sont les implications. Les calculs ne sont que des exemples pour vous expliquer. Mais il y a tellement de contextes différents que j'ai. Vous n'êtes pas d'accord avec vous voulez qu'on remette les calculs. Ça les mettre à côté. Non, ça calcul baax na le calcul moo tane la calcul sans calcul baax na calcul dafa bëri coono. kenn parewul. bal de. man théorie bi laa ko defal ba recette yi ay ni bokk recette yi ay ko ni bokk. Mais il y a comme vous l'avez vu dans vos classes inférieures, en classe de première par exemple, les découvertes scientifiques, quand on voit les découvertes scientifiques, souvent vous avez 3-4 auteurs qui vous disent qu'ils ont découvert quelque chose. En réalité, ce qui commence à marcher avec les découvertes, il y a quelqu'un qui découvre quelque chose et il y a quelqu'un qui améliore la découverte. Ce qui fait que pour les théories, vous avez le père fondateur de la théorie. Mais en fonction de la complexité de la situation, il y a des améliorations qui sont apportées à la théorie. Et il y a des autres versions qui prennent en compte aussi une autre dimension, qui est la main-d'œuvre. Parce que quand vous parlez de production, il ne s'agit pas seulement d'énergie, de matière première et de marché. Il y a une dimension importante, c'est la main-d'œuvre. Parce que vous ne pouvez pas produire qu'avec seulement de l'énergie et de la matière première, il vous produisez aussi à travers la disponibilité de la main-d'œuvre. À l'époque, la main-d'œuvre était abondante. Parce qu'on était là au début de la révolution industrielle, avec la mécanisation dans les campagnes. Beaucoup ont quitté les campagnes pour venir travailler en ville, ils vont constituer ce qu'on appelle la classe prolétaire, le prolétariat. Donc vous avez une main-d'œuvre abondante, très peu chère. Ce qui fait qu'à l'époque, la main-d'œuvre ne constituait pas le coût le plus élevé. Ouais, mais aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure de délocalisation, les centres d'appel qui publient un peu partout à Dakar, au Maroc, etc. Mais les centres d'appel, c'est quoi? C'est juste un moyen pour les entreprises d'avoir le maximum de profit en jouant sur la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre est devenue extrêmement chère en Europe aux États-Unis. Donc, vous voyez que vous verrez dans d'autres variantes du modèle, en plus de la matière première, de l'énergie du marché, ils vont introduire la question de la main-d'œuvre. Et pour ça aussi, comme encore une fois, mettez-vous à la place d'un industriel qui cherche à avoir le maximum de profit à réduire les coûts.
Donc ce modèle est encore opérant parce que, comme je l'ai dit, l'exemple que j'ai donné la dernière fois, dans beaucoup de pays, on fait de telle sorte pour attirer les entreprises étrangères. Mais puisque l'État a la responsabilité d'aménager son territoire, il y a des facilités qui poussent l'État ou les États à demander aux entreprises, à obliger, ou il n'y a pas d'obligation, mais à inciter les entreprises à aller se localiser dans telle zone. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un auteur extrêmement célèbre qui a écrit un ouvrage, Paris et le désert français. On peut parler de Dakar et le désert sénégalais, c'était exactement la même chose. Il a fait le constat de l'hyperpuissance de Paris, tant au niveau démographique qu'au niveau économique. Qu'est-ce que l'État français a fait? L'État français a créé ce qu'on appelle des métropoles d'équilibre. Les métropoles d'équilibre avaient comme fonction de contrebalancer la toute puissance de Paris. Vous créez Toulouse comme métropole d'équilibre, mais il faut développer des conditions pour que Toulouse devienne une métropole d'équilibre, c'est-à-dire création d'emplois pour retenir la population. Ils ont développé Airbus. Maintenant, ça, obliger les entreprises d'aller à Toulouse, ils préfèrent Paris parce qu'il y a la main-d'œuvre, il y a toutes les facilités. Si vous dites il y a une réduction fiscale, vous payez moins d'impôts si vous allez vous localiser ailleurs, ça, c'est des stratégies que les États mettent en place pour aménager leur territoire, pour qu'il y ait plus d'équilibre, parce que l'aménagement sert aussi à ça. Donc aujourd'hui, c'est un modèle qui est opérant, parce que de toute façon, toutes les entreprises, que ce soit agricoles ou industrielles, ces entreprises se posent toujours la question, quelle est la meilleure localisation eu égard à la dispersion des intrants qui permettent de produire, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit l'énergie, que ce soit la matière première. Parce que, comme on l'a mis en rouge, la localisation, c'est un des facteurs essentiels de sa réussite. C'est bon, on se suit. On est ensemble. Ce matin, je cherchais les évaluations des années passées. Je trouvais que c'était intéressant. Et un sujet, on a dit, je vous aide ça vous permet de diviser. C'est un sujet de 2022-2023. Je voulais savoir quels sont les sujets qu'on donnait dans les années passées et j'ai retrouvé ça. Je dois dire que ce n'est pas le sujet le plus facile. Méthode quantitative réactive mouvante et modélisation, c'est l'avantage pour la discipline économique spatiale. Moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Parce que lépp dressé bopp ma ñu ñu nga sax
mois de juin, vous êtes sur le rattrapage. Cette année, on ne verra pas le modèle de William Reilly. Cette année, on verra la théorie des districts industriels et les systèmes. On va intégrer ces dimensions-là. Croisé. Ils ont aussi de nouvelles manières de modéliser en économie spatiale. Maman bisa koy sen nani mi wara La dernière partie du cours. Donc ça, c'était juste pour vous amuser. Vous avez le temps. en quoi le modèle gravitaire de William mune ban On va avancer. mune ban modèle lay génn da koy photocopier. Betul nggak boleh? Bener aku biar nak. ma ne moom li mu yor. On va aller voir Walter Staller et Auguste Loch. La théorie des classes li mu centrales. projeté nii da kaa photocopier yore. Non, belum gue nih bugis kali. nga ne Belum gue nih bugis kali. déedéet ma ne moom li muy projeté. yor na photocopie bi ci temps comme ça ay feuille la ci yoon. Ah, mais c'est pas la peine. Il va y donner une chose. ban gi la wax la génne man nan du génne ban semaine kan lay génne Azal Donc on a vu Gantman, Qui William Very, New York, on a vu Weber, Theory William Very. on va voir Staller et Loch. dina ñëw William du ñëw ren ba du nax Qui ñëw na ñu ay ñu sore. Quelques hypothèses de base. On doit mettre peut-être extra hypothèse parce qu'il y a plusieurs hypothèses de base. La première hypothèse, cette hypothèse, on l'a déjà vue. S'il y a quelque chose de commun aux différentes théories, c'est bien cela. Donc l'espace géographique comme un espace homogène. Donc homogène, c'est isotrope. Pas de contrainte physique. Là, à présent, nous pouvons faire. C'est une opportunité forcément, mais aussi c'est une contrainte en termes de mobilité. Quand vous avez une montagne, ça peut être aussi une contrainte. Et ça influence sa localisation. Donc quand on parle d'un espace géographique homogène, c'est comme un espace comme ça. Il n'y a pas de contrainte en termes de mobilité. Et que le choix de localisation des acteurs économiques n'est pas influencé par des aspects physiques. C'est ça qu'on appelle l'espace isotrope. Deuxième hypothèse, la population et les ressources sont uniformément distribuées. Ça aussi dans la réalité, évidemment, dans un espace donné, les ressources ne sont pas uniformément distribuées. On va avoir plus de ressources ici qu'ailleurs, évidemment. Les consommateurs sont identiques et maximisateurs. Donc identique, vous connaissez. Maximisateur, c'est quelqu'un qui veut réduire les coûts et maximiser les profits. C'est ce qu'on appelle maximisateur. Payer le moins pour avoir le service. Maximum. C'est comme une entreprise. Les coûts de transport des biens urbains sont à la charge du consommateur rural. Donc on va aller rural du consommateur. Il existe des économies d'échelle dans la production. Ça, c'est quelques hypothèses de base, mais ça va être clair tout à l'heure. C'est bon. Ah bon. Il enlève ça.
cette théorie des places centrales, qu'est-ce qu'on entend par place centrale? Il s'agit d'une ville par exemple. On parle de centre urbain. Et comment on définit la ville dans le cadre de cette théorie? La ville, c'est un centre de distribution de biens et de services pour une population dispersée sur des principes d'optimisation. Donc vous avez une ville comme Dakar. Dakar offre des services urbains. Le logement, par exemple, c'est un service. Les biens de consommation, quand vous allez à Auchan, c'est un service qu'offre la ville. Quand vous allez dans un, je sais pas, pour faire du sport, ça fait partie des services urbains. Donc, quand vous avez un lieu de distribution de biens et services, on a affaire à une place centrale. Lié le principe d'optimisation, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, l'idée d'un individu maximisateur, quelqu'un qui va optimiser. Mais l'optimisation, c'est à deux niveaux. Je donne un exemple. Vous sortez ici, vous avez besoin d'acheter du coca. Vous savez qu'à l'État peut avoir du coca. Mais quelqu'un décide d'aller au département pour acheter du coca. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de maximiser son temps, maximiser son énergie et par conséquent maximiser le coût? Parce qu'au-delà du prix, les 300 francs que vous payez pour avoir votre canette, vous pouvez mettre 15 minutes pour y aller et revenir, vous pouvez payer 200 francs pour y aller et pour revenir. Donc l'idée, le principe d'optimisation dans cette théorie, c'est que l'individu va faire un calcul qui lui permet de gagner le plus et de perdre le moins, en termes de temps, mais surtout en termes de coût. L'autre élément de cette théorie des places centrales, c'est la distinction entre un centre et ses périphéries. Donc vous avez un centre qui est Dakar, qui est la capitale, mais vous avez aussi des centres secondaires qui sont polarisés par Dakar. L'idée de polarité, c'est écrit ici. Vous le voyez, c'est à l'image des cercles et des lycées. Vous voyez dans un gros village, vous ne verrez pas plus de 2 lycées. Vous pouvez avoir 5 collèges et un lycée. Parce que le lycée, c'est le centre principal, et le centre principal polarise les 5 collèges qui sont à proximité, qui sont des centres secondaires. Donc l'idée de polarité, c'est ça. Donc vous avez une centralité. Le centre avec ses différentes fonctions. Donc Dakar a des fonctions économiques, fonctions administratives, fonctions politiques, etc. Et Dakar polarise, influence les centres secondaires qui sont dans ce qu'on appelle son interland. C'est la zone proche. Bourg, pareil, aussi est un centre qui polarise tout le centre secondaire. Donc l'idée ici, ça renvoie à l'idée de hiérarchisation des centres. Des centres de taille importante, des centres de taille moyenne et des centres de taille inférieure. Et la différence de taille de ces centres se traduit aussi par la différence des services offerts par ces centres. Les services que vous pouvez avoir à Dakar, vous ne l'avez pas forcément à Fatick. Et les services que vous avez à Fatick, vous ne l'avez pas à Niamey, par exemple. C'est là. Donc, se retenez, lorsqu'on parle de place centrale, on parle de centre ou centralité. La centralité, c'est en fonction c'est lié aux fonctions de ces centres, fonctions commerciales, économiques, politiques et autres. Puisqu'il y a différents niveaux, vous avez une hiérarchie
avec une interconnexion de ces centres. Il y a une forme d'organisation spatiale des services. Et ça, c'est important. Et dans cette centralité, il y a le consommateur qui doit maximiser le profit et réduire les coûts. Jusque-là, ça va. Donc l'image que vous avez ici, c'est l'image de prise de sang. Donc ça donne l'image d'un réseau. Donc vous voyez les centres. Vous voyez les centres ici. Donc vous les voyez ici, qui sont les centres principaux. Et autour, vous avez les centres secondaires. Et le tout, ça fait une hiérarchie entre les centres majeurs et les centres mineurs. Et là, on va introduire ce qu'on appelle l'aire de marché. Une aire de la surface. Je parle de polarité tout à l'heure. Dans toutes les théories, la distance, je l'ai dit, est un coût. Ça coûte cher de se déplacer. Enfin, ça coûte de se déplacer, cher ou pas. Maintenant, la cherté, ça dépend de l'individu. Si on part du centre, là, vous êtes au milieu. Si le produit est fabriqué ici dans l'amphi, distribué à l'amphi, ça coûte moins cher à l'amphi que si le produit était vendu à l'Écosse. Parce qu'entre ici et il y a la distance entre entiers. Donc si votre facture vous la vendez à 1500 ici, s'il y a des étudiants qui veulent à Amadou Makhtar, s'il y a des étudiants qui vont avoir le facture à Amadou Makhtar, ils devront débourser 2000 francs avec les 500 francs de transport. Donc plus on s'éloigne du centre, plus le coût du produit augmente. Mais l'augmentation a une limite. La limite c'est quoi? C'est ce que le consommateur est prêt à mettre pour acheter le produit. C'est un seuil d'acceptation du produit. Souvent, l'exemple que j'ai donné la dernière fois, souvent il y a des vendeurs, les antiquaires et autres là. Quand les Européens viennent ici en vacances, un vax qui coûte 2000 francs, ils les vendent à 10 000 francs. Mais la personne achète 10 000 francs parce que pour lui, le vax vaut 10 000 francs. C'est le seuil d'acceptation. Il va se dire de toute façon, je vais acheter ça pour un souvenir. Peut-être que je ne reviendrai pas dans 10 ans, donc c'est pas grave de mettre 10 000 francs. Donc, le seuil d'acceptation du produit, si le fascicule coûte 1500 ici, peut-être que les gens sont prêts à payer jusqu'à 3000 francs le fascicule, donc ça va coûter 2000 francs à Vivis, peut-être 3000 francs à vous. Si c'est 3000 francs, c'est le prix maximum qu'un consommateur est prêt à mettre. 3000 francs va constituer ce qu'on appelle la limite de l'aire de marché. L'aire de marché, ce n'est rien d'autre que la limite maximale qu'un consommateur est prêt à mettre pour acheter un produit. Jusque-là, on se suit. Maintenant, s'il y a plusieurs produits, avec plusieurs entreprises, on va se retrouver avec plusieurs aires de marché. C'est ça que je voulais vous présenter ici. Donc vous avez 3 produits avec 3 aires de marché. À l'intérieur de ces aires de marché, on a les consommateurs. Maintenant, le souci qu'on a, c'est que si on met côte à côte ces aires de marché, là où je vous ai mis la flèche,
il y a un but qui n'est pas couvert par ces marchés-là. Ça, il y a des consommateurs qui sont là-bas qui ne seront pas servis. Je vous explique comment le modèle des places centrales, comment la représentation graphique, pourquoi on n'a pas mis des cercles, on a mis des hexagones. C'est pourquoi la représentation graphique, à l'intérieur de ces cercles, c'est à l'intérieur qu'on a tracé des hexagones. Donc ça, les cercles là, ça correspond exactement à ça. Donc ça, c'est une aire de marché, vous avez 4 aires de marché. Mais en faisant la représentation par hexagone, c'est 8 côtés. C'est comme la France. On parle de l'hexagone comme la France parce que la forme, la carte de la France, ça ressemble à 6 côtés. 6 côtés, excusez-moi, 6 côtés. Donc voilà comment, si vous regardez la représentation graphique, voilà ce qu'on va avoir. Maintenant, on a des aires de marché avec des tailles différentes. La taille dépend du niveau de centralité. On a parlé d'hiérarchie tout à l'heure. On va avoir des centres majeurs comme Dakar, des centres moyens comme Tours et des centres de petite taille comme Niagagnan. Niagagnan est un centre. C'est une périphérie. Donc retenez que lorsqu'on parle de place centrale, ce sont des centres urbains à l'intérieur desquels on a des services urbains, des biens et des services, et les consommateurs payent pour ces services. Maintenant, puisque le consommateur, son objectif, c'est de maximiser le profit et réduire les coûts, l'idée c'est que le consommateur, en se déplaçant, il va aller au centre le plus proche pour s'approvisionner, parce que c'est là où le coût est le plus bas. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si vous voulez acheter votre canette de coca, les canettes de coca étant identiques partout, si vous êtes un consommateur et vous maximisez, vous n'allez pas aller au département acheter la canette, alors vous pouvez l'avoir ici au même prix. On est d'accord? Ce qui fait que les centres, les places centrales, les centres majeurs, c'est là où on a quasiment tous les biens de service. Et plus le bien est rare, plus le consommateur est prêt à faire des distances longues pour aller chercher ce bien. Les biens communs, faciles d'accès, très bas coût, on les trouve dans les centres de petite taille. On le voit. Quand vous allez dans des quartiers, vous avez des boutiques partout. On considère le quartier comme un centre de petite taille. Vous allez trouver dans le quartier des boutiques où on a des biens de consommation quotidienne. Vous allez avoir du pain, vous allez avoir des stylos, etc. Mais si vous avez besoin d'acheter une télé, ce n'est pas dans la boutique qu'il faut l'avoir. Mais maintenant, les boutiques se diversifient. Il y a des boutiques qui ont quasiment tout. Mais si vous voulez des biens rares, vous êtes obligé d'aller à un centre de taille supérieure. Donc, la rareté du bien, le coût du bien, exige un niveau de déplacement plus élevé et ces biens ne sont présents que dans un centre de taille supérieure. On est d'accord avec ça?
Donc si on est dans les centres secondaires, on va avoir des services quotidiens fréquents à des coûts bas. Et là, selon les auteurs de cette théorie, c'est pas compréhensible que quelqu'un pour acheter du pain quitte son quartier pour aller à Sandaga pour acheter du pain, alors c'est un bien qui est fréquent, qui coûte pas cher. Donc, l'organisation des centres urbains est faite en fonction des services, la nature des services qu'offrent ces centres-là. Plus le centre est grand, plus les services qui sont offerts sont rares, et plus le consommateur a prêt à faire des distances plus importantes. C'est logique la hiérarchisation des centres. Arabi. Ventre mo dañ ko war a éliminer ci am. Ventre yi. Moom du ñibbi fi suuri quoi fu metti. ñu ñibbi fi tënkee na. Tënkee ngeen ñibbi. Lu metti quoi. Ñu war a soor yi xam ne dëkkul fii. Assane jam ñaajo lay. Kan? Non kii fi la nekk. Le campus di jëm. Ñu ko fekk nekk sax. Allo. Owe no wali. Ci ron ko lay jibi ciara. Ciara lay jibi ciara. Neen fi la ñu tënkee. Moom grawle moom bandi ciara moom. La théorie des classes centrales repose sur trois principes. Kon ñu war a tudd dara Assane mi ngi ruqee. Et le premier principe, c'est ce que les auteurs appellent le principe de marché. Le principe de marché permet d'expliquer l'emboîtement des centres ou la hiérarchisation des centres. Donc il y a un emboîtement d'échelle des centres inférieurs jusqu'au grand centre. Donc on retrouve trois hexagones ici. Chaque hexagone constitue une aire de marché. Et vous avez au milieu le centre de ces aires de marché. Ça c'est les grands centres que vous avez ici. À partir de ces grands centres, on peut avoir des centres secondaires. Et pour avoir ces centres secondaires, il suffit d'avoir, ici vous voyez à l'intersection. Donc vous le voyez à l'intersection des angles là. On peut créer, identifier d'autres centres secondaires. Donc la logique de la hiérarchisation des centres, on part des centres, les grands centres, et à partir de ces grands centres, on va se retrouver avec des centres secondaires. Et chaque grand centre polarise un certain nombre de centres secondaires. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est exactement la même chose pour les collèges et les lycées. Dans une région, vous allez voir peut-être 50 collèges et 10 lycées. Chaque lycée polarise 5 collèges. Donc le principe de la polarité qu'on avait vu tout à l'heure,
C'est le même principe d'une hiérarchisation entre les centres, le grand centre qui polarise des centres de taille moyenne. Maintenant, il va y avoir le rapport entre les aires de marché supérieures et les aires de marché inférieures. Donc là, à l'intérieur, c'est une aire de marché pour un centre, un grand centre. Et vous voyez à côté les centres secondaires qui ont été décidés. Selon le principe de marché, chaque centre supérieur ou chaque grand centre polarise trois centres secondaires. C'est le principe des 4-3. Le rapport entre le centre supérieur et le centre secondaire est de 3. Autrement dit, chaque grand centre polarise 3 centres secondaires. Et là, on peut aller à l'infini parce que là aussi, avec ces centres-là, on peut avoir pour chaque centre 3 autres petits centres. Et chaque centre correspond à un niveau de service différent. Dans les grands centres, on a tous les services, parmi lesquels les services qui sont rares et coûteux, qui nécessitent un déplacement important. Et dans les centres secondaires, ce sont des biens fréquents qui ne nécessitent pas un déplacement fréquent. Et le consommateur, s'il a besoin de biens fréquents, il n'a pas besoin d'aller loin, il va rester dans le centre secondaire. Par contre, s'il a besoin de biens de plus en plus chers, n'existant pas dans le centre secondaire, il est obligé d'aller en centre supérieur. C'est bon. Ça va venir, non? Il faut laisser valider. Donc voilà un peu à récapituler ce que peut dire le principe du marché. Donc ce principe du marché repose sur le principe de la loi de l'offre et de la demande. Ça c'est le principe, de toute façon, c'est le principe de toutes les théories qu'on a vues ici, le principe de la loi de l'offre et de la demande. On est dans un système capitaliste. Deuxième principe, la ville, c'est l'idée de création de consommation de richesse, autrement dit de biens et de services. Plus une ville offre de biens et de services, plus son aire d'influence en tant que lieu central. C'est-à-dire que plus la place est grande, plus le centre est grand, plus les services qui sont offerts sont importants. Les services qu'on a à Dakar sont importants parce que Dakar est un grand centre. Si vous allez dans des centres de taille moyenne, vous n'allez pas trouver les mêmes services. Troisième principe, chaque centre de niveau inférieur est partagé en influence de 300 de niveau supérieur. Ou le contraire. Donc là, on avait dit tout à l'heure un centre, un grand centre qui polarise 3 centres inférieurs. C'est ça ce qu'on appelle le principe de rapport 4-3. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport au principe. Donc le premier principe, c'est le principe de marché. Et vous voyez que ça, c'est vraiment en termes de représentation. Ça fait penser à... maa gagné partir au livre. loolu la ko woon. Comme maire. Demi-finale. ban dëkk. Mor. Comment ça Mor la dégg. Ça fait penser aux matrices. waaw sax dama ko. La théorie quantitative. da nga fàtte rek. lan li mooy ne. Deuxième principe de la théorie des classes centrales, c'est le principe de transport. wala dara su ngeen naan indi. La mobilité entre, parce que le principe de marché repose sur les aires de marché.
principe de transport. Et la taille des aires de marché, Kii courant bi xam na la taille importante des services, différents services, ou quasiment tous les services, taille inférieure, les services fréquents. Pour le principe de transport, vous avez ça. On parle des hexagones que vous avez ici qui constituent des aires marchés. Et en termes de mobilité, pour desservir ces aires, donc ces tracés que vous avez ici constituent un réseau. Ça peut être un réseau de transport, disons un réseau de transport. Voilà. On refait la même chose à l'intersection des axes. On va mettre des points qui nous permettent de créer d'autres centres secondaires, comme on l'avait vu précédemment pour le principe de marché. Et ça va donner ça. Donc autour de l'intersection, ici on va avoir d'autres centres secondaires qui vont se développer. C'est au niveau des noms. Parce que vous le savez certainement. Pourquoi depuis les années 2000, notamment avec le régime libéral, à l'époque Abdoulaye Wade avait misé sur beaucoup d'investissements sur le réseau de transport, l'autoroute à péage, etc. Parce qu'ils savent que quand vous mettez une route ici, ça va desservir. Et quand ça arrive à desservir, vous avez des centralités qui se développent. Parce que les espaces qui étaient enclavés deviennent accessibles. Et vous le voyez, les gens commencent à acheter autour. Et les gens commencent à développer un système de commerce parce que les gens, puisque les populations s'installent, il faut bien le servir. Donc, le principe de transport, c'est cela. Ça permet de développer des centres secondaires. Et le rapport entre le centre principal et les centres secondaires, c'est le rapport de 1 à 4. Autrement dit, pour le principe de transport, chaque hexagone va polariser 4 centres de niveau inférieur. Pour le principe de marché, 4 pour le principe de transport. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on peut dire de ce principe de transport? Ce principe repose sur l'idée que les consommateurs veulent maximiser dans le déplacement en réduisant les coûts de transport. Maintenant, le fait d'avoir un réseau de transport permet plus facilement de développer des centres secondaires. Et ces centres secondaires, pour chaque centre, grand centre principal, vous avez 4 centres secondaires qui sont polarisés. Polarité, c'est zone d'influence. On parle de polarité. Dakar, si on regarde l'université de Dakar, vous dites quelle est l'origine des étudiants qui sont à l'université de Dakar? Vous dites qu'ils viennent de Ziguinchor, ils viennent de Saint-Louis, ils viennent de Kolda, ils viennent même du Maroc, ils viennent du Gabon, etc. Donc la zone d'influence de l'université de Dakar, c'est pas seulement le Sénégal. La zone d'influence c'est le Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest et c'est le Maghreb. C'est ça ce qu'on appelle la zone d'influence. Parce que nous avons des étudiants qui nous viennent de partout. Quand vous avez un hôpital, c'est pareil. Chaque hôpital polarise des centres secondaires. Et vous allez avoir l'hôpital principal, les services que vous avez à l'hôpital principal, ce n'est pas les mêmes services que vous allez avoir dans les hôpitaux régionaux. Parce que dans ces hôpitaux, quand les services sont
plus fréquents. C'est les généralistes, mais si vous voulez avoir des spécialistes, il faut aller dans les venir à principal pour que les autres. C'est le même principe. Donc Christaller et Lush sont partis toujours de l'observation du terrain, ce qu'on appelle une démarche empirique. Ils se sont dit, on essaie de réfléchir comment s'organise l'espace géographique entre les différents centres urbains. Ils sont partis du principe qu'il y a une hiérarchisation des centres, il y a des centres de plus grande taille et des centres de taille inférieure. Et qu'il y a une imbrication entre ces centres. Vous avez un grand centre avec tous les services les plus fréquents aux services les plus rares. Vous avez des centres secondaires avec des services fréquents. Et chaque centre, si c'est le principe de marché, c'est 3 centres secondaires qui polarisent. Si c'est le principe de transport, c'est 4 centres secondaires qui polarisent. Et que le consommateur, s'il a besoin de services, il va chercher la proximité quand il s'agit de services fréquents, parce que le coût de transport est faible, voire nul. S'il a besoin de services plus rares, il est prêt à se déplacer plus loin, parce que le service dont on a besoin n'est pas dans son centre secondaire. Vous avez besoin, lorsque vous avez le bac, d'aller à l'université. Certains là, ils n'étaient pas d'université, ils étaient obligés d'aller là où il y a de l'université. Donc ils vont dans un centre supérieur, soit Saint-Louis, soit Dakar, soit Briançon. Dernier principe, c'est le principe administratif. Ce principe est simple. On parle aussi de principe de séparation. Parce que ici, contrairement aux autres principes de transport, principe de marché, il y a une autonomie entre les, parce qu'ici il s'agit des circonscriptions administratives. Si vous regardez une région polarise combien de départements? Généralement, c'est 3 départements. Mais vous voyez que tous les départements sont les départements d'une seule région. Donc il y a une autonomie. Contrairement ici, il y a une imbrication dans le principe de transport et de marché. Ici, il y a une autonomie. Donc vous voyez ici, l'hexagone constitue la région. À l'intérieur, vous avez des départements qui sont autonomes. Vous en avez 6 et à l'intérieur, ça fait 7. Vous avez un département avec un certain nombre de communes. Une commune ne peut pas être à la fois dans 2 départements différents. Un département ne peut pas être dans 2 régions différentes. Donc le principe administratif, c'est le principe de l'exercice du pouvoir dans une entité donnée, mais une entité du autonome, et qui n'est polarisée que par une entité de taille supérieure. Une commune est polarisée par un département est polarisé par une région. Un département ne peut pas être polarisé par 2 régions différentes. Du point de vue administratif. Jusque là, c'est bon. Donc c'est ça les 3 principes. On n'a pas compris. Ça va venir. L'autre principe Donc je disais, administratif. ça c'est le plus simple. Normalement, si vous avez compris ce qui est passé, ça devrait être plus simple. On parle toujours du centre principal. Je n'ai pas d'exemple ici, je prends mon cocktail. Disons que ça c'est un centre principal. Dans ce centre principal constitue par exemple la région de Dakar. À l'intérieur de la région de Dakar, vous avez vos départements. On a Dakar,
On a Pékin. On a Guédiawaye et on a Keur Massar. Donc vous avez la région qui est l'échelon supérieur, la place centrale supérieure, qui polarise 4 départements, mais chaque département est autonome. C'est le même principe ici. Donc l'hexagone ici constitue la place centrale supérieure et à l'intérieur vous avez 7 autres petites places qui sont polarisées par l'échelon supérieur. Du point de vue hiérarchique. Avec une autonomie. Ce que je disais tout à l'heure, le département de Keur Massar ne peut pas être polarisé par la région de Thiès. Si c'était le principe de marché, on peut avoir un département qui peut être polarisé. Parce que les consommateurs viennent de partout, ne viennent pas seulement de Guédiawaye. Pareil pour le principe de transport. Donc ce qu'on peut retenir de ce principe administratif, on est dans une logique d'encadrement politique. Donc il n'y a pas de partage entre les centres concurrents. Donc vous voyez ici, c'est vraiment à l'intérieur autonomie. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centres principaux ou centres principaux et à l'intérieur vous avez des centres secondaires et des centres plus petits. Donc chaque centre a des limites fixes et il n'y a pas de chevauchement avec les autres centres. Donc il y a la dimension politique, encadrement politique ou pouvoir politique si vous voulez. Vous avez les limites qui sont fixes à l'intérieur desquelles s'exerce le pouvoir et chaque centre est polarisé, chaque centre principal polarise le centre de taille intérieure. Donc principe du 4-3, 4-4 et 4-7 en termes de polarité. Ça c'est un exemple d'une forme de concrétisation, on va s'arrêter là après. Ça c'est un exemple d'une forme de... parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure était théorique. Donc il y a des auteurs qui ont essayé de voir dans la réalité. Est-ce que cette hiérarchie entre centre principal et centre secondaire est cette hiérarchie? Ça c'est une forme de matérialité dans le cas français. C'est pas aussi net parce que lorsqu'on théorie, on fait des angles droits, des bien cadrés, mais dans la réalité on se rend compte que c'est proche de la théorie mais c'est pas exactement pareil. Donc là c'est un exemple dans le massif central français. Et là les auteurs ont essayé de peaufiner des centres à l'intérieur desquels on a un centre principal et des centres secondaires. Ici par exemple vous avez la ville de Cahors qui est le centre principal et vous avez d'autres centres secondaires à proximité avec des tailles différentes. Donc l'idée là, l'intérêt de la modélisation c'est ça. On part d'un exemple qu'on a tiré du terrain, on fait un modèle théorique et on essaie de voir est-ce que ce modèle théorique s'applique pas. Et c'est sur cette base que ce modèle est critiqué, s'il y a des améliorations qui sont faites de ce modèle ou pas. Donc vous voyez que dans la manière dont ici, de manière théorique, c'est extrêmement cadré, on voit des centres un peu partout dans la réalité, c'est assez proche mais c'est différent. Parce qu'ici vous voyez le plus qu'il y a ici, il n'y a pas d'autres centres qui apparaissent, mais quand même ça rencontre, ça montre que ce modèle permet de comprendre et d'expliquer la hiérarchie urbaine.
avec des centres principaux et des centres secondaires. Donc, vous voyez ici, on dit anomalie, théorie de cristalline appliquée au sud du massif central, anomalie et adéquation. Il y a des éléments qui sont proches de la réalité de la théorie, adéquation. Et il y a des anomalies, il y a des choses qui ne sont pas visibles dans la réalité par rapport à la théorie, la manière dont la théorie a été pensée. Donc voilà, monsieur, dans ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, sur la théorie des places centrales, des Walter Nara tey sa doom jëlal ma kees bi dégg nga jël matériel dégg nga ci laa kii nga jëlal ko kees bi bàyyi ko fa guddi damay sonal de bàyyi ko fa